on va voir ici comment apprendre son cours en utilisant son livre. Et pour l'exemple, on va prendre le chapitre sur les atomes. Donc si je regarde le livre, à la première page, je vois qu'il y a une partie qui s'intitule « Les objectifs du chapitre ». Ces objectifs me montrent ce que je dois savoir, ce qui fait partie du programme, dans le chapitre concerné. Et juste avant les objectifs du chapitre, j'ai les bases nécessaires du collège. Donc je vois qu'au collège, je suis censé avoir vu déjà la constitution d'un atome, la notion de charge, la notion d'éléments chimiques et de tableaux périodiques, et une partie mathématique sur l'utilisation des puissances de 10. Bien entendu, il se peut qu'il y ait des parties qui n'aient pas été traitées. Ce qui sera clairement le plus important, c'est la partie calculatoire. Alors on pourrait se contenter d'aller voir le cours et d'apprendre le cours entièrement et d'essayer de le comprendre, mais vous allez voir qu'il peut être plus intéressant de s'intéresser d'abord aux objectifs à atteindre. Le premier objectif est de savoir écrire, donc établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition. Je vais donc me déplacer à la page du cours et vous allez voir que le chapitre commence là-dessus, c'est-à-dire constitution du noyau. On m'explique donc qu'un atome est constitué d'un noyau et ce noyau contient un certain nombre de protons qu'on appelle le numéro atomique Z et d'un certain nombre de nucléons qu'on appelle A qui est la somme des protons et des neutrons. Si je reprends donc le premier objectif, je vois qu'il faut que je sache établir l'écriture conventionnelle. Donc X avec un A nombre de nucléons, Z un nombre de protons. Si on l'applique à un cas concret, par exemple ici le phosphore, son symbole sera le P. 15, ce sera le nombre de protons. Et 31, le nombre de nucléons. Donc il y a 15 protons et 16 neutrons. J'ai donc vu comment passer de l'écriture symbolique à la constitution du noyau. Et si on me donnait la constitution du noyau, eh bien je pourrais remonter à l'écriture symbolique. On vient de valider le premier objectif. Le deuxième consiste à comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau. Retournons dans le livre. Nous voyons donc qu'il y a une connaissance supplémentaire sur le noyau de l'atome et sur l'atome en particulier, où on nous dit qu'un atome est électriquement neutre. On nous parle ensuite du cortège électronique, des électrons, donc ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et on nous parle enfin de la taille et de la masse de l'atome. On nous dit ici qu'un atome a un diamètre de 10 puissance moins 10 mètres, alors que le noyau a un diamètre, lui, de 10 puissance moins 15 mètres. Si on veut donc comparer le rayon de l'atome et le rayon du noyau, on va procéder à une fraction, un rapport. Le rayon de l'atome vaut 10 puissance moins 10 mètres. Le rayon du noyau vaut 10 puissance moins 15 mètres. On voit qu'on a besoin ici de savoir calculer en puissance de 10. Cela nous donne 10 puissance 5. Et donc on peut conclure que l'atome est 10 puissance 5, c'est-à-dire 100 000 fois plus grand que son noyau. En ce qui concerne la masse de l'atome, revenons dans le livre, on peut voir en ce qui s'agit des masses qu'un proton a une masse de 1,672 10 puissance moins 27 kg et le neutron a la même masse. Et on voit que les électrons, qui ne sont pas dans le noyau, ont une masse de 10 puissance moins 31 kg. On peut à nouveau calculer le rapport entre la masse des électrons et la masse des protons. Calculons donc le rapport entre la masse des protons ou des neutrons et la masse des électrons. J'écris donc le rapport masse d'un nucléon sur la masse d'un électron, je mets les valeurs et j'effectue le calcul. Et je trouve un rapport qui vaut environ 2000, 1800 et quelques, donc on va dire environ 2000. Je comprends donc que les nucléons sont 2000 fois plus lourds que les électrons, et donc toute la masse de l'atome finalement se retrouvera dans le noyau. Donc si je veux la masse d'un atome, comme j'ai ici le nombre de nucléons qu'il y a et qu'on peut me donner la masse d'un nucléon, eh bien je peux trouver tout simplement la masse de l'atome puisque c'est la masse de tous les nucléons.
On vient de valider le deuxième objectif. On nous parle maintenant des électrons. Déterminer les électrons de valence. Qu'est-ce que c'est qu'un électron de valence? Donc je vais me rapporter dans le livre à tout ce qui concerne les électrons. Alors j'avais vu qu'on en parlait à la page précédente, le cortège électronique. Alors qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'un atome est électriquement neutre. Il contient donc autant d'électrons que de protons. Et comment se placent ces électrons dans un atome? Alors on m'explique que ces électrons vont se répartir sur des couches et des sous-couches qui peuvent contenir un certain nombre d'électrons. On voit les couches qui s'appellent donc 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Et on voit que les couches S contiennent toutes au maximum 2 électrons. Et les couches P en contiennent 6. Les électrons devant occuper d'abord les couches 1, de plus bas numéro, la couche 1, puis ils occuperont la 2, puis ils occuperont les 3. Je vais donc apprendre les différentes couches du programme de seconde qui sont 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Et pour chaque atome, je vais répartir les électrons. Prenons le phosphore, il a 15 protons. 15 protons, comme il est neutre, il a aussi 15 électrons. Où va-t-il mettre ces électrons? Eh bien, il va commencer par remplir la première couche, il y a 2 places. Il va en mettre 2, il lui en reste 13. Il va en mettre 2 sur la deuxième couche. Il lui en reste plus que 11. Il peut en mettre 6 sur la couche P qui suit. Il lui en reste 5. Il ne peut en mettre que 2 sur la couche suivante. Il en reste 3. 3 qu'il mettra dans la dernière couche. On appelle couche de valence en fait la couche la plus loin du noyau, la plus éloignée, c'est-à-dire tout simplement la dernière couche. Et on voit que la dernière couche, donc de niveau 3, ici elle est occupée par des électrons, et bien le phosphore aura sa dernière couche qui sera constituée de 2 électrons sur la couche 3s et 3 électrons sur la couche 3p. Il aura donc 5 électrons dans ce qu'on appelle sa couche de valence. C'est sa dernière couche. J'ai donc compris comment déterminer les électrons de valence. Il me reste maintenant à voir où vont se positionner les éléments chimiques dans le tableau et quel est le lien entre la position dans le tableau et la configuration qu'on vient de donner. Je retourne donc dans le manuel et je vais regarder donc dans la partie configuration électronique et tableau périodique. Et ici, on m'explique comment est constitué le tableau. On m'explique que les éléments qui ont leurs électrons de valence dans la couche S seront à gauche, dans la couche P à droite. Le but n'est pas de vous refaire le cours, mais vous montrer comment on peut, à partir du livre, apprendre son cours. Donc ici, il faudrait lire l'ensemble pour comprendre exactement ce que représente chaque case. Tout ceci m'amènera donc à comprendre que les éléments qui ont leur électron dans la couche S eh bien, se trouvent ici, plus l'hélium qui se trouve là. Et tous les éléments qui auront leurs électrons dans les couches P se trouveront dans cette zone du tableau. Et la ligne nous dit quel est le numéro de la couche, la dernière couche occupée. Est-ce que c'est la 1S? Est-ce que c'est la 2S ou la 2P, la 3S ou la 3P? Prenons le cas du phosphore. On a donc dit que les couches occupées étaient la 1S avec 2 électrons, la 2S, 2 électrons, la 2P, 6 électrons, etc. Et donc la dernière couche occupée, c'était la couche 3. Le phosphore se trouve donc dans la troisième ligne. Il a 2 électrons sur sa couche S, 2 électrons sur sa couche S, et 3 électrons sur la couche P. Le phosphore est donc dans la troisième colonne, 1, 2 et 3. Voici où se trouve le phosphore. On pourrait par exemple faire la démarche inverse et chercher la configuration du carbone.
Le carbone est donc ici. Il a donc sa première couche 1s qui est remplie, 1s2, la couche 2s qui est remplie, 2s2, et sur sa couche 2p, eh bien, il a 2 électrons, donc sa configuration sera 2p2. On vient donc d'acquérir l'avant-dernier objectif. Il nous reste un dernier objectif, c'est associer la notion de famille à la position dans le tableau. Je reviendrai donc dans le manuel et je vois la notion de famille chimique tout en bas à droite, que je zoome. Et donc on m'explique qu'un élément qui est dans des éléments qui sont dans une même colonne ont des mêmes propriétés chimiques. Je dois connaître en particulier les éléments de la dernière colonne qui se trouve ici. Voici. Donc la dernière colonne, ce sont les gaz nobles et ils ont tous la même structure, d'accord, électronique, puisqu'ils finissent tous en P6. Alors l'hélium est un cas un peu particulier, mais si on prend par exemple la colonne qui est ici, eh bien on va voir que l'oxygène qui a sa dernière sous-couche 2p occupée par 4 électrons, donc 2p4, eh bien on voit que si on prend le soufre qui est dessous, sa dernière couche sera 3p4. Donc les éléments sont dans la même colonne, ils auront les mêmes propriétés chimiques, des propriétés chimiques similaires. Je reviens une dernière fois dans le manuel, j'ai terminé la partie du cours. Si je vais juste après le cours, eh bien je vais trouver une partie savoir-faire où j'aurai des exercices de base pour vérifier que je maîtrise bien mes connaissances du cours. Et j'ai un essentiel qui est une sorte de résumé, avec ce que je dois savoir qui est indiqué ici. Il n'est bien entendu pas question de dire qu'un élève est capable de faire ça tout seul, mais simplement de comprendre que si on a fait le cours ensemble, on peut venir travailler tout seul son cours à l'aide du livre, de façon à ancrer les connaissances un peu plus simplement. Et surtout, vous voyez qu'ici, j'ai pris le temps de noter bien les objectifs que je dois atteindre et de vérifier que je suis capable de les comprendre. J'ai fait une forme de fiche de résumé sur laquelle se trouvent les notions à connaître.